Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est une de ces grandes soirées comme Hollywood sait en organiser. Nous sommes le 7 mars 1979 à Los Angeles, bien sûr, à la soirée des American Film Institute Life Achievement Awards. Et oui, chaque année, depuis 6 ans à l'époque, cet institut décerne une récompense honorifique à un acteur ou à un réalisateur qui a accompli une grande carrière, une carrière remarquable au cinéma. Et en parlant de carrière remarquable, celle de l'homme qui est ce soir-là consacré l'est tout particulièrement puisqu'il s'agit de Sir Alfred. Alfred Hitchcock, imaginez le parterre de grands acteurs, grandes actrices, de metteurs en scène, de légendes d'Hollywood qui se sont réunis là pour célébrer le maître du suspense. Il a 79 ans, Alfred Hitchcock, et dans la foule on reconnaît Cary Grant, bien sûr, qui a tourné 4 films sous sa direction, mais aussi James Stewart, qui en a tourné 4 également, et puis Sean Connery, le héros avec Tippi Hedren de Pas de printemps pour Marnie, qui est là aussi, Ingrid Bergman, bien entendu, qui a joué dans 3 films d'Hitchcock et qui porte ce soir-là une magnifique robe bleue. Hitchcock, lui, est en costume sombre et nœud papillon. Il a l'air bien fatigué avec les traits tirés. Il est assis à la table d'honneur, évidemment. Il reçoit la récompense sous des salves d'applaudissements. Le public se lève. Standing ovation, comme on dit à Hollywood. Hitchcock a un peu du mal à les suivre. Il se lève aussi, mais il est perclus d'arthrite, le pauvre. On voit que ça le fait souffrir. Il brandit sa récompense et voilà qu'il prend la parole, avec cette espèce d'humour que la télévision avait rendu célèbre à travers la série du samedi soir, où il présentait, vous savez, des espèces de petits films à sketch avec beaucoup d'humour, souvent beaucoup d'humour noir. « J'ai pu constater, dit Hitchcock, que l'homme ne peut pas vivre uniquement de meurtre, il a besoin aussi d'affection, d'approbation, d'encouragement et parfois d'un bon repas. » Alors, évidemment, la salle éclate de rire et le metteur en scène poursuit son discours. « Je vais citer par leur nom uniquement les 4 personnes qui m'ont donné le plus d'affection et leur collaboration constante. La première est une monteuse, la deuxième une scénariste, la troisième la mère de ma fille Patricia et la 4e est une merveilleuse cuisinière capable d'accomplir des miracles au fourneau. Elles se nomment toutes Alma Reville. Si la belle Miss Reville n'avait pas consenti à un contrat à vie en tant que Madame Alfred Hitchcock il y a 53 ans, eh bien, Monsieur Alfred Hitchcock serait peut-être là ce soir, mais plutôt parmi les serveurs les plus lents de la salle. Je partage ce prix comme j'ai partagé ma vie avec elle, dit-il. Et évidemment, salve d'applaudissements, tonnerre même pour Alma Reville, qui est assise à la droite de son illustre époux et qui a du mal à cacher son émotion. On voit même une larme qui sort de derrière ses lunettes. Elle qui a toujours refusé d'être mise en avant, elle qui toute sa vie a cultivé la discrétion. On peut dire qu'elle aura vécu dans l'ombre de son mari. Elle avait hésité à se déplacer et à venir à cette soirée d'hommage qu'elle vivait sans doute douloureusement comme un adieu d'Hitchcock non seulement au cinéma, mais au monde en général. Il faut vous dire qu'ils étaient exactement du même âge, ces deux-là. Alma Reville voit en effet le jour en Angleterre, à Nottingham. Elle naît le 14 août 1899, c'est-à-dire exactement le lendemain du jour de la naissance d'Alfred Hitchcock. Ça devait être un signe du destin. Très vite, le cinéma va faire partie de la vie d'Alma qui grandit sur les plateaux puisque son père travaille au studio de Twickenham à côté de Londres. Alma commence à travailler à 16 ans comme technicienne dans les salles de montage. Elle n'est pas haute, elle fait 1m52. C'est à l'époque, en Angleterre en tout cas, une des rares femmes qui travaille dans ce domaine qui quand même est extrêmement masculin, le monde du cinéma. Elle est un petit peu partout, elle est touche à tout si l'on peut dire, à la fois scénariste, monteuse, assistante réalisatrice et quand il le faut, comédienne. On écrit des articles sur elle puisqu'elle fait partie, encore une fois, des rares femmes à fréquenter les milieux cinématographiques anglais et la presse la décrit comme une pionnière. En 1922, ce qui veut dire qu'elle a 23 ans, elle va rencontrer dans les studios d'Illington
Un jeune homme, lui non plus n'est pas très grand, hein, il est assez enveloppé, il s'appelle Alfred. Et alors lui, c'est un inconnu complet. Elle est une petite célébrité, si l'on peut dire, lui est un inconnu complet. Il est né à Londres, fils de commerçant, il est catholique, il a été élevé chez les jésuites d'ailleurs. C'est un amateur d'humour noir et de faits divers, avec une espèce de goût morbide qui est sans doute hérité de son enfance dans un quartier voisin de Whitechapel. Vous savez, Whitechapel, c'est ce quartier de Londres qui avait été terrorisé quelques années avant la naissance d'Hitchcock par le tueur en série Jack, bien sûr, Jack l'Éventreur. Alfred croise donc de temps en temps Alma, et même de plus en plus souvent, il est un petit peu mal à l'aise. Il lui demande de travailler avec lui sur le montage d'un film dont il est assistant réalisateur. Ça s'appelle La danseuse blessée. Et puis comme ça se passe bien, ils vont collaborer à d'autres projets. C'est François Rivière dans Épitaphe pour Hitchcock qui raconte la suite. Resté jusque-là farouchement indifférent au sexe faible, Hitch s'est tout de même entiché de celle qui occupe au studio un poste plus important que le sien et donc impressionne notre grand timide. Cette petite brune à lunettes ressemble à une souris, mais c'est une créature qui n'a pas froid aux yeux. Celle qu'il appellera toujours la madame en français comprend l'intérêt d'une collaboration avec un homme dont les inhibitions ne parviennent aucunement à dissimuler les véritables ambitions. Ils ont plein d'envie et plein d'idées, ces deux-là. Ils vont partir pour l'Allemagne, ils vont aller tourner là-bas en tant qu'assistants réalisateurs. Ils vont étudier notamment le cinéma du grand Murnau, vous savez, avec ses ombres et ses lumières. C'est Hitchcock qui dira plus tard de Murnau « J'ai appris comment raconter une histoire sans utiliser de mots ». De retour en Angleterre, Hitchcock va tourner son premier vrai film, un film muet, bien sûr, on est en 1925, ça s'appelle Le Jardin du plaisir. Alma et Hitch sont à ce moment-là déjà très complices, on peut même dire qu'ils sont devenus inséparables, que ce soit sur les tournages ou en dehors des tournages. Ils partagent les mêmes goûts, ils vivent les mêmes choses. Quand même, Hitch, Alfred, va attendre 5 ans avant de se décider à demander Alma en mariage, et encore dans des conditions très particulières, puisque cette demande a lieu sur un bateau qui est pris dans la tempête. Alma a le mal de mer. Hitch frappa à ma porte et entra dans la cabine, dit-elle, racontera-t-elle plus tard. C'est la première et la dernière fois que je le voyais dans un tel état, tout dépeigné, ses vêtements trempés. Voulez-vous m'épouser ? Je n'étais pas malade au point de ne pas pouvoir hocher la tête. Il a souri. Je me suis dit qu'il fallait que je vous surprenne quand vous seriez trop faible pour dire non. Hitchcock dira plus tard pourquoi il a autant attendu avant de se décider à demander la main d'Alma. En bon britannique, je ne pouvais pas supporter l'idée qu'une femme occupe des fonctions supérieures aux miennes, expliquera-t-il. Bref, le mariage a lieu le 2 décembre 1926. Le couple va avoir une fille, Patricia, qui va naître 2 ans plus tard. Alma va, à partir de ce moment-là, se consacrer à la carrière de son mari, comme c'était si souvent le cas à l'époque. Vous savez, elle abandonne ses propres rêves de réalisation. Elle devient l'assistante réalisatrice d'Alfred. Elle devient sa scénariste aussi, puisqu'on voit son nom apparaître assez souvent au générique. L'équipe de scénaristes s'est étoffée depuis l'arrivée du parlant à la fin des années 20, mais Alma est évidemment celle qu'on écoute le plus. Elle travaille sur tous les films de son mari. À l'Est de Shanghai, numéro 17, Les 39 marches, bien sûr, le gros succès de l'année 35, ou bien encore Une femme disparaît, The Lady Vanishes, un film que j'adore par ailleurs. Et elle va écrire une dizaine de scénarios pour d'autres réalisateurs, c'est-à-dire qu'elle ne se consacre pas exclusivement non plus à la carrière de son mari. À la fin des années 30, Alfred Hitchcock est sollicité par les grands studios américains. Évidemment qu'il hésite, parce qu'à l'époque, il est le réalisateur le plus connu d'Angleterre, le mieux payé d'Angleterre. Il a peur de n'arriver à Hollywood qu'être un metteur en scène parmi d'autres. Seulement, il y a en 1939 le déclenchement de la guerre, et voilà ce qui pousse la famille Hitchcock à quitter l'Angleterre et à aller tenter l'aventure américaine. Vous écoutez Radio Classique. Alors, bien sûr que Hitchcock ne savait pas trop s'il devait partir aux États-Unis, mais finalement, la guerre en a décidé ainsi, et très vite ses doutes sont levés. Il va signer un gros contrat avec le puissant producteur David O. Selznick, qui vient de triompher avec Autant en emporte le vent. Il va travailler sur le scénario de Rebecca, une adaptation du roman de Daphné du Maurier, et avec qui est-ce qu'il travaille ?
avec Alma, bien sûr. C'est elle qui est là, c'est elle qui le soutient, qui le conseille. C'est un travail à deux qui se fait, bien sûr. Les choses, tout de même, se gâtent car Selznick veut une retranscription fidèle du roman. Il veut une transcription à la virgule près, si je puis dire, alors que Hitchcock, lui, veut rester libre d'adapter Rebecca comme il l'a fait pour tous les autres romans qu'il a pu adapter jusqu'ici. Et finalement, c'est lui, bien sûr, qui va obtenir gain de cause et Rebecca sera un très grand succès qui aura l'Oscar du meilleur film, tout simplement. Alma, ensuite, va travailler sur les scénarios de Soupçon, première collaboration de Cary Grant avec Hitchcock en 1941, et puis L'ombre d'un doute. Pendant ces années de guerre, Hitchcock retourne également en Angleterre. Il réalise en français des films de propagande pour la résistance. Alma, elle, est restée avec la petite Patricia à Los Angeles. Elle s'engage quand même dans la défense civile. Tout ce monde-là travaille à la guerre, bien sûr. Et à la fin du conflit, en 1945, Hitchcock tourne 2 autres films produits par Selznick, La maison du docteur Edwards et puis Le procès Paradine, dont le scénario est écrit en grande partie par Alma elle-même et dans lequel un grand avocat, qui est incarné par Gregory Peck évidemment, est chargé de la défense de Mrs. Paradine, une femme accusée d'avoir empoisonné son riche mari. Elle est jouée, elle, par Anne Todd et Hitchcock décide d'être son propre producteur. Seulement, ni la Corde, ni les Amants du Capricorne, malgré des budgets importants et un casting fantastique, ne rencontrent de véritables succès. Il faut vous dire que c'était 2 films qui, sur un plan formel, étaient extrêmement ambitieux. Dans les années 1950, Alma travaille sur les chefs-d'œuvre de la décennie, c'est L'Inconnu du Nord Express. Et là, attention, on voit arriver à l'écran la fille du couple Hitchcock, Patricia, et puis La main au collet, Fenêtre sur cour, extraordinaire, et puis Sueur froide, La mort aux trousses, L'homme qui en savait trop. Elle suit de très près, Alma, les réalisations de son époux. Elle a tout le temps des idées. C'est elle qui, par exemple, va penser à filmer depuis un hélicoptère la course-poursuite de La main au collet avec Grace Kelly et Cary Grant sur la corniche de la Côte d'Azur, vous savez, c'était en 1955 ça. Et dans le film Psychose, elle convainc son mari de tuer l'héroïne dès la 30e minute de film. C'est la fameuse scène de la douche, bien sûr. Et elle l'a convaincu de tourner en noir et blanc pour éviter que le rouge vif du sang ne choque trop les spectateurs. C'est elle aussi qui impose dans cette même scène la musique de Bernard Herrmann, bien sûr. Bernard Herrmann, compositeur fétiche d'Hitchcock. Il s'agit, grâce à cette musique, d'accentuer encore l'horreur dramatique de la scène. C'est également la femme d'Hitchcock qui est la seule à voir que dans cette fameuse scène telle qu'elle a été d'abord tournée, dans la douche, on voit Janet Leigh, la comédienne, cligner légèrement des paupières alors qu'elle est censée être morte. Malgré le rôle essentiel que joue Alma dans l'ombre de son mari, mais c'est une ombre qui n'est pas très obscure, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que les films qu'ils tournent ensemble sont des films cultes. On ne peut pas dire pour autant qu'elle soit très exposée. Elle reste discrète, elle ne se rend pas sur les tournages, ou très peu. En revanche, à chaque fois que son mari voyage dans le monde, alors là, oui, elle l'accompagne et le couple est partout accueilli en star. Il faut imaginer les descentes d'avion avec les photographes qui sont là, bien entendu, et les flashs qui crépitent et les bouquets de fleurs, etc. Elle est acclamée, Alma, aux avant-premières, aux réceptions, même si on a un peu l'impression qu'elle est toujours plus ou moins gênée d'être là. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cela fait maintenant plus de 35 ans que Alma et Hitch travaillent ensemble et comme nous le rappelle Christophe Dard qui a préparé cette émission, ça fait maintenant plus de 3 décennies qu'ils sont mariés. Et on sait que Hitchcock, de son côté, n'est pas insensible au charme de ces actrices extraordinaires qui défilent sur ces plateaux de tournage et qui comptent parmi les femmes les plus belles du monde, de Grace Kelly à Kim Novak, vous imaginez, en passant par Doris Day. Mais il y a toujours cette complicité amoureuse avec Alma et qui reste absolument intacte. Celui qui surnomme son épouse « ma petite » n'est pas un homme facile à vivre pourtant.
Et c'est vrai qu'Alma a de plus en plus tendance, à mesure que passe le temps, à prendre sur elle. Il avouera lui-même, Alfred Hitchcock, « Elle supporte beaucoup de choses de ma part. J'avouerai volontiers qu'un homme qui a baptisé son chien Philip of Magnesia n'est pas facile à vivre, mais elle ne me fait aucun reproche. » Toujours cette espèce d'humour britannique qui vient cacher, disons-le de plus en plus mal, certains traits de personnalité un peu pénibles. En 1958, lorsqu'un cancer du sein est détecté chez Alma, alors là on voit Alfred complètement bouleversé, désemparé. À la fin d'une avant-première de Sueur froide, à laquelle Alma n'a donc pas pu être présente, il fond littéralement en larmes et il menace de mettre fin à ses jours si jamais elle devait ne pas guérir. Au début des années, elle guérira en l'occurrence. Au début des années 60, Alma prend un peu plus de recul avec la carrière de son mari. Elle s'occupe de ses petits-enfants. Elle s'inquiète pour la santé d'Hitch, qui est de plus en plus fatigué par des tournages et des voyages qu'il supporte mal et par les excès de nourriture, il faut bien le dire. Après la sortie de Psychose en 60, on sait qu'Hitchcock va connaître sinon tout à fait une traversée du désert, au moins une certaine panne d'inspiration. Et puis il y a ces tournages qui s'enchaînent à un rythme complètement dément. Donc on va tourner un peu moins à partir de là. En 63, ce seront Les Oiseaux avec Tippi Hedren, tournage éprouvant pour la jeune actrice, car Hitchcock est très possessif avec ses comédiennes. Vous savez qu'il a tendance à les martyriser, à les conduire littéralement à l'épuisement. Le film n'en est pas moins un succès et Tippi Hedren sera de nouveau à l'affiche du film suivant, Pas de printemps pour Marnie, mais cette fois le tournage se passe très mal parce que Hitchcock devient carrément tyrannique, absolument odieux avec Tippi Hedren, et là il va falloir qu'Alma Reville intervienne, elle va essayer de s'interposer. L'actrice, de son côté, parle de harcèlement moral et elle affirme que Hitchcock lui a dit que si jamais elle quittait le tournage, ce dont elle a fait plusieurs fois menace, eh bien, il briserait sa carrière. On connaît ce genre de relation entre les grands réalisateurs et leurs comédiennes fétiches. Bref, le film d'ailleurs, Pas de printemps pour Marnie, n'est pas un gros succès et le suivant, Le rideau déchiré, sera carrément un échec. Alma, qui n'a pas écrit de scénario depuis Psychose, va venir en aide à son mari, qui a l'air un petit peu dépassé par la nouvelle génération de cinéastes et d'interprètes. Ils vont travailler ensemble au scénario d'un thriller à petit budget, qui mêle le sexe, le crime. On suit un homme qui devient tueur en série. Ça s'appelle Kaléidoscope. C'est joué par des comédiens amateurs, mais devant les réserves affichées par les proches et la société de production, finalement, on va abandonner le projet. Même François Truffaut, qui est devenu un ami des Hitchcock depuis les fameux entretiens qu'il a réalisés avec le maître, va déconseiller à Hitch et à Alma d'aller jusqu'au bout de ce film. Hitchcock et son épouse retrouvent les studios de leur jeunesse de Londres pour le tournage de Frenzy en 72. Seulement maintenant, Alma est malade, elle doit repartir aux États-Unis. Alfred finit le tournage seul dans la capitale britannique, extrêmement inquiet pour la santé de son épouse. Et Frenzy, qui sera un triomphe, sera en quelque sorte le testament cinématographique d'Alma. Le dernier film d'Alfred Hitchcock, c'est Complot de famille en 1976. Il va ensuite travailler un nouveau projet, The Short Night, mais il abandonne ça pour raison de santé et va mourir le 29 avril 1980. Il a donc 80 ans dans le quartier de Bel Air à Los Angeles. Et Alma le suivra dans la tombe de très peu. Elle mourra 2 ans plus tard, le 6 juillet 1982. C'est leur fille Patricia qui écrira un bel hommage, plus ou moins inspiré de Platon, n'est-ce pas, en disant... Imaginez Dieu tout en haut d'une montagne, occupé à couper des oranges en 2. Il en dévale des millions et sur ce nombre, il arrive qu'une moitié retrouve la part qui lui permet de redevenir une orange entière. Eh bien, mon père et ma mère ont été cette orange-là. Vous écoutez Radio Classique.